Fabrice, merci à toi d'avoir accepté de participer à cette interview ici à Brooklyn, New York. On va commencer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, oui, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Fabrice, je suis scénariste de bande dessinée. J'habite à Brooklyn, aux États-Unis, où je me suis relocalisé en mai 2015. J'ai commencé à travailler dans ce métier en 1998 en créant Comic Box, qui est, comme beaucoup de gens le savent, le magazine d'information sur la bande dessinée américaine qui existe toujours, et que j'ai animé en tant que rédacteur en chef de l'origine en 1998 jusqu'à 2011. J'ai décidé de me consacrer à plein temps à ma carrière de scénariste. J'ai commencé assez fort, puisque mon premier travail publié, c'était un travail pour Marvel Comics, qui s'appelle Spider-Man Noir, un personnage dont j'ai eu l'idée, et que j'ai ensuite apporté à un autre scénariste chevronné qui s'appelle David Hine. Et ensemble, nous avons développé ce personnage et cet univers pour Marvel Comics, d'abord à travers une première mini-série qui s'appelait tout simplement Spider-Man Noir, et la seconde qui s'appelait Eyes Without a Face, qui est sortie un an plus tard, entre 2008 et 2010, il y a eu les deux mini-séries. Puis on est revenu sur ce personnage en 2014 à l'occasion du crossover que Marvel a organisé l'an dernier, qui s'appelait Age of Spider-Man. J'ai aussi lancé une série chez Image Comics qui s'appelle One Hit Wonder, qui est une mini-série de 5 numéros. Et j'ai également publié un album en France, deux albums en France en fait. Un album qui est un album comique que j'ai fait pour les éditions Jungle en 2010 et un autre album pour les éditions Atlantique BD que j'ai fait en 2011 qui s'appelait Black Box. Et là je travaille sur de nombreux projets très excitants pour l'avenir. On m'a demandé de me présenter. Voilà, oui, je me présente. Oui. Est-ce que tu as toujours voulu faire carrière en tant que scénariste? Non, j'avoue même que l'idée ne s'est pas imposée d'elle-même. Je manquais beaucoup d'assurance. Et en fait, j'ai un parcours qui est assez atypique parce que j'ai commencé en fait, quand j'ai eu mon bac, comme beaucoup d'étudiants, je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai assez logiquement pris la matière dans laquelle j'étais le moins mauvais, qui était l'histoire. Et donc j'ai entamé une formation d'histoire à l'université Paris 1 de Saint-Paul. Et au bout de quelques années d'histoire, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? En fait ma carrière n'est pas là et l'artistique c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et puis à l'occasion d'un stage que j'ai fait dans une maison d'édition scolaire qui s'appelait Montréal, j'ai fait la connaissance de la mise en page de la PAO, l'application assistée par ordinateur. J'ai découvert le Mac, j'ai découvert Express pour les connaisseurs à l'époque, Photoshop, Illustrator, c'était des logiciels qui existaient déjà. C'était il y a longtemps, en 1991, donc tu vois, ça fait un moment. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et je me suis auto-formé à ces logiciels jusqu'à ce que je sois suffisamment à l'aise pour décrocher un job, puis un autre. Et puis voilà, je suis devenu directeur artistique en presse. Je suis passé par la communication pendant 3 ans, j'ai fait ça ne m'a pas beaucoup emballé, mais c'était très utile, j'ai appris plein de choses. Et puis en 98, j'ai donc lancé Comic Box, qui me permettait en fait d'allier plusieurs de mes passions, la bande dessinée américaine, mais également tout ce qui est artistique, la mise en page, la création de graphiques, etc. Et aussi l'écriture, puisque l'écriture, je faisais le côté journalistique et j'écrivais depuis le début, j'ai toujours écrit une grosse partie du magazine avec Neil Benkemoun et Xavier Fournier. C'est un peu les trois forces qui ont animé le magazine depuis le début. Et puis voilà, donc une fois que j'ai eu un peu fait le tour de la question et de l'artistique et du journalisme, je me suis dit, j'ai besoin d'un défi, et j'aime bien les défis, j'aime bien me mettre un peu en danger, faire des choses
que je suis un peu folle, un peu énorme. Venir aux États-Unis par exemple, se relocaliser aux États-Unis quand on a 45 piges, c'est pas évident, c'est forcément un défi. Et donc, je n'aime pas enfoncer les portes ouvertes. Donc l'idée d'être scénariste, elle s'est imposée parce que depuis quelques temps, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au scénario vers 2004-2005, mais sans que ce soit vraiment concluant ni bon, c'est pas très bon, il faut dire la vérité, c'est pas exceptionnel. Et quand fin 2006, j'ai eu cette idée de Spider-Man Noir et que je l'ai apporté à Dave Hein, tout de suite, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux et j'ai appris littéralement à devenir un scénariste avec Dave Hein, parce que c'est d'abord quelqu'un d'extrêmement talentueux, de très cultivé, et il m'a apporté énormément dans la technique, comment on construit un scénario de comics, comment on devient scénariste. Tout ça, j'ai appris avec lui. Donc voilà, et à partir de là, c'était fini. J'étais d'une certaine manière, j'avais franchi le Rubicon, comme on dit en français. Et donc voilà, il n'y avait plus de moyens pour moi de revenir en arrière, et peu à peu, la carrière journalistique ou la carrière artistique sont passées en second plan. Je continue d'écrire, je continue de faire de la mise en page, je continue de m'intéresser à tout ce qui est artistique évidemment. J'ai même commencé à dessiner il y a quelques mois. Mais c'est vrai que l'option scénariste de bande dessinée ici aux États-Unis, c'était c'était le défi. On est en commun. Donc voilà, t'as répondu. Mais alors, comment est-ce que tu as eu tes premiers contrats final? Comment on approche Marvel? Alors, on utilise une stratégie. Il était évident, je connaissais bien Marvel, puisque évidemment, après des années à les côtoyer en tant que journaliste via Comicbot, je savais très bien qu'il y avait une méthode. Je savais aussi que, étant français, la porte n'allait pas s'ouvrir facilement. Et il n'a échappé à personne que le nombre de scénaristes non anglophones travaillant ou ayant travaillé pour Marvel, même DC, est extrêmement réduit. Des artistes, il y en a beaucoup maintenant. Mais des scénaristes, ça reste le prix carré des Américains et un peu des Anglais, bien que l'influence anglaise se soit un petit peu réduite ces dernières années. Elle a été très forte dans les années 80-90. Là, depuis quelques temps, les Américains ont repris un peu le contrôle de leur création. Il y a toujours des Anglais, bien sûr, mais le gros des troupes sont des scénaristes américains. Donc, le fait d'avoir arrivé un scénariste qui n'est ni anglais, ni anglophone de naissance, c'est pas facile à admettre pour eux. C'est très difficile. Donc, et c'est encore un défi. C'est-à-dire que bien que j'ai publié chez Marvel, bien que j'ai publié chez Image, qui sont de grandes maisons, on me regarde encore avec suspicion. Il y a toujours au fond d'eux-mêmes cette question, c'est est-ce qu'il va être capable d'écrire comme nous? Alors, je réponds tout de suite à cette question. Je n'ai ni l'intention, ni l'ambition d'écrire comme eux. Je veux simplement écrire comme moi. Et c'est un débat qu'on a souvent avec des confrères créateurs de BD, que ce soit ici aux États-Unis ou en France. Les comics, c'est quand même quelque chose de très particulier dans la mesure où c'est très ouvert et en même temps très fermé comme milieu. Ça cultive beaucoup de paradoxes. Et on n'est pas comme dans la littérature. Dans la littérature, et particulièrement dans la littérature en France, puisqu'on a tous été élevés avec cette culture française, cette culture littéraire française, en France, on s'enorgueillit d'avoir un auteur étranger qui maîtrise suffisamment la langue pour écrire quelque chose de bien. Aux États-Unis, c'est pas vraiment ça. Aux États-Unis, c'est vu tout de suite comme quelque chose d'incongru. Donc, il faut se battre contre ça, il faut se battre contre les préjugés, il faut chercher à convaincre, il faut travailler beaucoup, énormément. Et moi, j'ai utilisé une stratégie supplémentaire qui était de dire, ok, j'ai eu cette idée qui s'appelait Spider-Man Noir. Si je veux qu'elle aboutisse, alors je ne vais pas être le scénariste, je vais être le co-scénariste. Et donc, aller chez David Hein, qui en plus, d'abord est un ami, mais deuxièmement est aussi francophile,
et francophone. Il parle parfaitement français, sauf avec moi. Avec moi, il refuse de parler français. Il n'a jamais voulu parler français avec tout le monde, mais avec moi, il ne veut pas. C'est devenu une joke entre nous. C'était même très drôle au moment où on faisait Edge of Spider-Verse, parce que dans Edge of Spider-Verse, le dessinateur, Richard Isanov, est aussi français. Donc, en réalité, on aurait tous pu parler français entre nous, mais on parlait anglais. Donc, c'était vraiment très amusant. Donc j'ai été chez Dave, et Dave étant plus chevronné, bien sûr, et mieux introduit, c'était plus simple de se cacher derrière Dave pour apprendre et pour bénéficier de son expérience et également de son réseau, il ne faut pas se mentir. Je pense que si j'étais arrivé avec Spider-Man Noir et que j'avais été directement chez Marvel, je me suis pris un mur. Là, j'ai dit à Dave, et j'ai consciemment dit à Dave, ce sera un scénario de David Hine avec Fabrice Sapolsky. Et comme ça, les choses vont très bien passer. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Donc c'était de la stratégie. Si j'ai un conseil à donner aux apprentis scénaristes français, trouvez-vous un anglophone et mettez-vous dans le siège du copilote. C'est forcément plus simple et on apprend plus de choses et également on arrive à l'ambition. C'est pas important d'avoir un ego ou de pas avoir un ego, tout le monde a un ego, mais il faut savoir le mettre entre parenthèses quand on veut atteindre son objectif. Et c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Ah oui, je comprends toutes les questions. Tu vois, c'est le journaliste, tu vois. Malheureusement, je connais les questions, tout ça. Mais oui, mais ça te force à faire d'autres questions. Oui, mais écoute, oui. Donc, tu nous as dit que maintenant tu vis à Brooklyn. Ouais. Comment ça s'est goupillé tout ça? Ça a été 2 ans de travail. 2 ans de travail pour arriver jusque-là, parce que s'expatrier, déjà, c'est pas chose facile. Et s'expatrier ici aux États-Unis, c'est encore plus difficile, surtout quand tu ne bénéficies pas, comme certains, d'une entreprise qui t'a expatrié, enfin qui t'a embauché, etc. Moi, j'ai dû créer mon propre chemin, j'ai dû créer mon propre destin, et c'était passé par du travail, des relais ici, établir des relations de confiance, trouver un moyen d'avoir un visa. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'intéresse pas grand monde, mais ça a été long, compliqué, mais finalement, voilà, seul l'objectif est atteint. Seul le résultat compte. Le résultat, c'est que je suis ici aujourd'hui à Brooklyn et je vis d'une certaine manière une seconde étape et de ma vie et de ma carrière avec l'ambition de faire plus de choses. New York, c'est une ville qui est extrêmement créative. Il y a un talent extraordinaire qui est concentré dans cette zone. Et forcément, depuis que je suis ici, j'écris plus, je dessine, je suis beaucoup plus productif que je l'étais à Paris. C'est pas seulement l'ère du changement, c'est aussi la compétition. Il y a une compétition féroce entre les gens ici. Tout le monde est à la fois notre allié et à la fois notre compétiteur, notre concurrent. Donc ça donne envie de se dépasser et je pense que ce qui en sortira, c'est un meilleur Fabrice Sapolsky, c'est un meilleur scénariste, probablement un meilleur artiste. Voilà, et j'espère que le monde pourra en profiter. Ben, on espère aussi. Et donc, justement, tu comparais un peu avec la France, c'est quoi vraiment les différences? C'est comme de comparer une pomme et une orange, tu peux pas, hein, c'est compliqué. Mais disons, pour moi, alors, des gens me demandent souvent si, ayant été. C'est rigolo parce que souvent en France on m'appelait l'américain, parce que le type qui crée un magazine sur les comics américains, c'est quand même bon. Que le fait qu'il se retrouve aux États-Unis, ça ne surprend personne. Mais étonnamment, je suis le premier que ça a surpris. Et si j'ai décidé de venir ici, j'aurais pu aller ailleurs, j'aurais pu aller en Espagne, j'aurais pu aller en Italie, j'adore l'Italie, j'aurais pu aller en Angleterre. J'aurais pu aller partout, mais j'ai choisi de venir ici parce que, d'abord j'ai de la famille aux États-Unis, donc c'était un petit peu plus simple. Et également parce que j'avais besoin d'être proche du marché sur lequel je suis. C'est-à-dire que mon marché naturel, c'est le marché américain, c'est là où je publie. Ne serait-ce que faire la promotion de ces titres. Quand on fait des titres comme je l'ai fait avec One Hit Wonder, qui est un titre en creator owned, c'est-à-dire un titre dont je possède l'intégralité des droits et je paye pour chaque page, je paye tout. L'éditeur, en l'occurrence Image, ne fait pas de promo pour nous. Image nous donne un vecteur de diffusion
mais Image ne fait pas de promo. Donc c'est les auteurs qui font de la promo pour leur propre création. C'est plus difficile, je ne dis pas que c'est impossible, hein, les Anglais y arrivent, c'est plus difficile de faire de la promotion pour sa propre création quand on n'est pas sur place. Là, je suis sur place, et donc à chaque fois qu'on me demande, je peux me déplacer. J'ai fait un certain nombre de festivals ici qui permettent de me montrer, de montrer que j'existe, qui je suis, et j'ai des retours vraiment extrêmement positifs depuis que je suis là. Donc c'est aussi plus facile d'envisager l'avenir, de proposer des nouvelles choses aux éditeurs, également de connaître des nouveaux talents, que ce soit des dessinateurs, des encreurs, des coloristes, etc. Il y a aussi, c'est comme un hub, on est dans un hub ici à New York, où beaucoup de gens viennent, et ça circule beaucoup. Donc c'est plus simple, dans notre corps de métier, c'est plus simple que d'être à Paris, où à la rigueur, les choses sont un petit peu plus fermées. Ok. Et puis c'est pas comme si je connaissais pas Paris, je suis né à Paris, donc voilà. Ouais. J'ai quand même vécu 44 ans, c'est bon, voilà, j'ai fait le tour du problème. De la question. Voilà. Donc tu es venu voir ailleurs. Exactement. T'as bien fait. Merci. Alors, quelles sont tes inspirations? C'est une question difficile, ça. Ça dépend pourquoi. Dans l'écriture, je suis un fan absolu de tout ce qui est roman noir. Je pense que ça se voit, hein, parce que j'ai pris Spider-Man noir, même One Hit Wonder, il y a des moments où c'est un peu plus noir. Et puis la série sur laquelle je travaille en ce moment, c'est également une série noire. J'aime tout ce qui est noir, que ce soit Raymond Chandler, Mickey Spillane, mais j'aime aussi des auteurs comme Elmore Leonard, qui est le créateur de Get Your Lead, qui a servi d'inspiration beaucoup à Quentin Tarantino, aux frères Cohen, à tous ces créateurs-là. J'aime vraiment beaucoup cet auteur-là. J'aime en fait les personnages qui sont, les Américains disent bigger than life, qui sont vraiment énormes. Ils ont une personnalité qui dépasse. One Hit Wonder, c'était ça. C'était de faire une série dans laquelle le personnage est tellement hors norme qu'il dépasse de la case. Et on se dit, c'est un malade mental. C'est un malade mental, et en réalité, on est dans un monde de divertissement. La BD, c'est du divertissement. On cherche à créer une fiction. Cette fiction n'est pas forcément le reflet de la réalité. Elle utilise la réalité, mais la réalité est un moyen pour raconter une histoire. Donc, c'est ce que j'aime. Voilà. J'aime ce type de choses. Après, dans la BD elle-même, c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans un scénariste comme Ed Brubaker. J'aime beaucoup Ed Brubaker. Craig Roca également. Tout ça, c'est un peu la même mouvance. Ils aiment les mêmes choses que moi. Hein. Effectivement, James Robinson. Ces gens-là, c'est vraiment des gens que j'aime bien suivre. Récemment, je dois dire que un garçon comme Jason Aaron m'intéresse beaucoup. Parce qu'il il fait beaucoup de choses très différentes. Et même quand il est un petit peu moins inspiré, il y a toujours une idée excellente au centre de son travail. Vraiment, c'est des scénaristes que j'aime vraiment beaucoup. Après, je ne vais pas rentrer dans le clip des dessinateurs, il y en a énormément que j'aime. Certains sont des amis. Voilà, il y a beaucoup d'artistes que j'aime. Il y a beaucoup d'artistes dans beaucoup de styles différents. Et c'est vraiment un plaisir. J'ajouterais que je suis aussi attaché à l'idée que dans la BD, il n'y ait pas une première classe, une deuxième classe, une troisième et une quatrième classe. Pour moi, un lettreur, un coloriste, un encreur, c'est des gens qui ont la même place que l'artiste principal et le scénariste. Parce que leur contribution est vitale à un package final qui est le comic book, on va dire. Et j'ai toujours fait attention, que ce soit dans les cadres ou que ce soit dans les autres, à ce que ces gens soient bien traités. Trop souvent, les artistes qui font les couleurs, les coloring artistes, coloristes,
j'aime bien dire coloring artist, parce que quand on dit coloriste, c'est juste un type qui peint des choses. Non, ils ont un rôle qui est beaucoup plus important que ça. De même, un encreur, il va donner plus d'épaisseur à un trait, il va donner plus de vie à un dessin, il va l'embellir. Il y a même une époque où dans les comics, ils disaient pas encreur, ils disaient embellisseur, embellishment. Parce que c'est ça. L'encreur, il va aider à rendre le produit plus beau. Donc, tous ces gens ont vraiment, pour moi, une place importante. Et je leur fais toujours, quand je fais les creator own par exemple, où je contrôle les droits, je rends toujours une partie de ces droits à ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas des créateurs de seconde zone. Ils sont des créateurs de première classe, comme les autres. Ils font juste un job parfait. Donc, Tout au même niveau. Oui, d'une certaine manière, oui, tout le monde au même niveau, absolument. Après, c'est comme dans tout, c'est une équipe. Donc il y a toujours un leader, et puis il y a des gens autour. Mais ça ne veut pas dire que l'opinion de ces gens-là ou le talent de ces gens-là a moins de valeur que celui du chef. Donc voilà, c'est juste un travail d'équipe. Il ne faut jamais oublier que la BD, c'est un travail d'équipe. Je suis d'accord avec toi. Merci. T'en as parlé, hein, tes futurs projets perso. Alors, je pense qu'il y a des trucs que tu ne peux pas te dire. Non, il y a des choses dont je ne veux pas parler, parce qu'on ne va pas les mettre en avant trop tôt. C'est trop tôt. Il y a une série dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Harem, que je porte avec une dessinatrice qui s'appelle Leila Lez depuis pratiquement 2 ans. C'est une série qui est difficile à imposer parce que on va dire l'establishment de la BD a du mal à accepter ce projet-là. Pour l'instant, nous n'avons pas d'éditeur. Donc, et pourtant, c'est pas faute d'avoir proposé ce projet. Au mieux, j'ai des réactions. Au pire, j'ai pas de réaction du tout quand je propose ça, on ne me dit rien. Au mieux, c'est super, et puis il n'y a rien derrière. Donc, comme c'est un projet qui nous tient énormément à cœur, à Leila et à moi-même, je pense qu'on va finir par le sortir en autopublication. Parce qu'un projet comme ça ne peut pas mourir. On ne peut pas le laisser. On peut pas le laisser. Moi j'ai écrit 4 épisodes de Harem. Leila a dessiné entièrement le premier et un bout du 12e. Après il y a des réalités économiques. Créer un projet pareil en creator owned, ça coûte de l'argent. Puisqu'il faut investir de son propre temps et rien faire d'autre. Donc c'est difficile. Mais pour moi, c'est un projet qui mérite d'exister. Parce que c'est très intéressant. Ces derniers temps, on a vu beaucoup aux États-Unis des auteurs qui disent qu'il faut qu'il y ait des voix différentes dans les comics. Il faut que ce ne soit pas toujours la même chose. Il faut qu'on voit plus de diversité, plus de filles, plus de gens qui viennent d'ailleurs, etc. Plus de voix différentes. Et quand nous on arrive avec un projet qui rentre totalement dans cette norme-là, les portes sont fermées. Donc la question, moi je ne porte pas de jugement, hein. Je ne dis pas les éditeurs, etc. C'est peut-être la qualité de notre projet, j'en sais rien. On n'a pas d'infos. Mais il se trouve que quand je fais des festivals, le projet que je vends le plus, parce qu'on a édité un petit HCAN avec les premières pages d'Harem, le projet que je vends le plus, le projet que Leila vend le plus, quand elle fait elle-même des festivals, c'est Harem. Donc, quand on va voir les gens, quand on est en face des gens, les images, les dessins attirent l'œil, le scénario a l'air de plaire. Donc, clairement, il y a un problème entre la chaîne de décision des éditeurs traditionnels et le public. Ça ne veut pas dire que quand on fait un échantillon, ça représente la totalité des gens, bien sûr. Mais quand on est un éditeur, il y a beaucoup de considérations différentes. Est-ce que ça rentre dans la ligne éditoriale? Est-ce que je vais lui trouver une place sur le planning? Est-ce que je vais savoir le promotionner correctement, etc. Donc, il ne s'agit pas de juger les éditeurs en disant les éditeurs sont tous des imbéciles, ils n'ont pas compris mon projet. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que je suis un peu déconcerté par le fait qu'on ne trouve pas d'écho chez les éditeurs actuellement. Ça va peut-être changer, hein. On est à la veille du New York Comic Con, il va peut-être se passer un truc. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'éditeur. Donc, on a pris la décision, de toute façon,
de faire vivre cette série, de la proposer aux gens à notre rythme. On la fera en plus de reste et on la proposera au public parce qu'on pense que cette histoire de femmes qui doivent se libérer du joug d'une puissance masculine très forte a un sens dans la société d'aujourd'hui. Et elle fait écho à ce que beaucoup de femmes vivent et elle n'est pas ce n'est pas du féminisme manichéen. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les hommes sont tous des imbéciles ou des bourreaux et les femmes sont toutes géniales. Non. On est dans une œuvre qui est plus nuancée, où les personnages n'ont pas qu'une seule facette, où ils ont énormément de défauts malgré leur capacité forte dans cette série, puisque les filles ont des pouvoirs et les hommes n'en ont pas. Elles ont aussi des responsabilités. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une œuvre de diversité, qui est une œuvre différente. Je comprends que ça puisse en déconcerter quelques-uns, mais c'est une œuvre qui mérite d'exister. Donc voilà, nous on est des auteurs avant tout. Et quand on est un auteur, on veut partager une histoire avec le public, et la frustration naît quand on ne peut pas partager cette histoire. Donc, on a d'une certaine manière de la chance, on vit en 2015-2016 bientôt, on peut, grâce aux réseaux sociaux, grâce au crowdfunding, grâce à beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui, on peut mettre à disposition du public nos œuvres sans passer par le circuit traditionnel. Donc, si notre vœu étant toujours de passer par le circuit traditionnel parce qu'on croit que la BD doit être disponible au plus grand nombre rapidement, mais si on n'y arrivait pas, on n'en passerait pas. Il faut que cette BD, il faut que les gens découvrent Arrête. Voilà. Le message est passé. Le message est passé. Ouais. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Et je pense que tu as déjà répondu à cette question. Ah, plus. alors. Quel conseil donnerais-tu à des personnes qui voudraient se lancer en tant que scénariste? J'ai effectivement répondu à la question. La première chose à laquelle il faut, la première question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices pour ça? Parce que travailler dans la BD, pas seulement uniquement comme scénariste, mais également comme artiste, travailler dans la BD, c'est beaucoup d'efforts, c'est peu d'argent, parce que c'est une dimension dont il faut parler. C'est beaucoup d'efforts, peu d'argent, des frustrations et un paquet d'emmerdes. Donc, quand on veut vraiment y arriver, il faut être extrêmement motivé, il faut être bien entouré, il faut avoir des gens autour de soi qui croient en nous. C'est aussi difficile, alors j'ai fait les deux donc je peux en parler, c'est aussi difficile de réussir dans la BD que d'être chef d'entreprise. Voilà. Quand on veut monter une entreprise, la montagne elle est colossale. Bon. Quand on veut réussir dans la BD, c'est pareil, la montagne elle est colossale. Mais il faut avoir une conviction forte, il faut avoir l'envie de partager, il faut avoir l'envie de raconter des histoires et que ces histoires soient populaires. On peut toujours faire de la BD pour soi, ça ne va pas faire loin. Donc on ne livre les créations que si on veut les partager avec le public. C'est mon point de vue. Les gens qui ne vont forcément pas penser de moi, mais c'est pour ça qu'on peut avoir des échanges. Donc voilà, il faut vraiment, il faut un moral en acier et il faut jamais renoncer. J'adore. C'est génial. On finit sur une note positive, c'est bien. Voilà, ne jamais renoncer. Jamais. Je suis l'homme qui n'abandonne jamais. Bah t'as raison. Hein. Voilà. Attends, si j'avais dû abandonner à chaque fois qu'on m'a dit non, je pense que j'aurais jamais rien fait de ma vie. Voilà. Parce qu'on ne connaîtrait même pas. Je veux dire, quand on a lancé Comic Box, on a eu des ricanements, on a eu des gens qui nous ont dit ça ne marchera jamais, ils sont plein. On a eu des gens qui nous ont dit vous êtes fous. Voilà. On l'a fait. On l'a fait. Il y a beaucoup de gens qui nous ont jalousés, il y a beaucoup de gens qui nous ont souhaité le pire. Tous les mois, on recevait des lettres en nous disant que Comic Box ça va s'arrêter, Comic Box a été racheté, etc. Bon, voilà. Il se trouve que, même si je ne m'occupe plus du magazine aujourd'hui, j'ai la fierté de voir qu'il approche du numéro 100 et l'équipe qui est réunie aujourd'hui autour de Xavier et Elise
fait un travail formidable tous les 2 mois pour arriver à faire vivre ce magazine. Et les gens qui me disaient oh, mais vous avez manqué de sujet, il n'y a rien à dire, etc. 97 numéros déjà, bon, je pense que ça cloue le bec d'un certain nombre de gens. Ouais, il y a toujours des gens qui vont dire oui, bon, ça va s'arrêter demain, etc. Comic Box est toujours là. Voilà, c'est une marque, elle est forte, elle est toujours là. Et je suis extrêmement fier d'avoir lancé ce produit et qui soit encore là. Et de toute façon, pour tout, c'est pareil. À un moment, quand on me dit, voilà, moi, quand on m'a dit, tu veux être graphiste, bah, tu vas jamais y arriver. Enfin, un graphiste, c'est, voilà, tu as fait de l'histoire, tu veux faire du graphisme, c'est n'importe quoi. Donc, je l'ai fait quand même. Et après, quand j'ai voulu écrire des articles, on m'a dit, bah, tu peux pas être journaliste, tu es graphiste, un graphiste, ça ne peut pas écrire. Voilà, mais je crois, j'ai fait des études d'histoire, j'ai fait des études de sciences humaines avant, je peux avoir plusieurs vies. D'une manière générale, je n'accepte pas qu'on mette les gens dans des boîtes. Donc je ne le fais pas pour les autres, je ne le fais pas pour moi-même et je n'aime pas qu'on le fasse avec moi. Donc clairement, c'est comme si on dit à un chanteur, bah, si tu ne sais pas danser, voilà, tu ne sais pas danser, tu es un chanteur. Et pourtant, ça ne choque personne quand un chanteur danse. Hein, voilà. Il fait des concerts, il danse, il chante, voilà. Bon. Alors, ah oui, mais tu es un chanteur, tu ne peux pas jouer la comédie. Il y a quelques exemples avant de gens qui l'ont fait. Donc non, ne jamais se laisser enfermer, toujours progresser, toujours apprendre. C'est pour ça que j'ai commencé à dessiner. Parce qu'à un moment, d'abord, le fait d'apprendre à dessiner fait de moi un meilleur scénariste. Parce que quand tu dessines, tu te mets dans la peau d'un autre. Tu te mets dans la peau de celui qui va lire ton scénario en premier. Donc, tu évites de faire des erreurs stupides du genre, je pense que beaucoup de dessinateurs vont se reconnaître là-dedans, quand un scénariste envoie un truc et le dessinateur dit mais attends, il m'a mis tout ça dans la même case, mais attends, c'est impossible, ça fait 3 cases. Donc voilà, c'est des erreurs que je ne fais plus parce que je sais très bien le nombre d'informations qu'on peut mettre dans une case et le nombre d'informations qu'on ne peut pas mettre dans une case. Voire, je laisse au dessinateur le soin d'organiser sa page et ensuite, on en discute ensemble. De toute façon, la BD, c'est un travail collaboratif, c'est un travail d'équipe. Si tout le monde est dans le même bateau. Voilà, tout le monde est dans le bateau. La page ou le comic book qui en résulte, s'il est pourri, c'est pas la faute de l'un ou de l'autre, c'est la faute de tout le monde. S'il est réussi, c'est grâce à tout le monde. Donc, à un moment, voilà, il faut être solidaire, très solidaire. Et ne pas mettre les gens dans les boîtes. Et t'as un truc à ajouter? Non, tout va bien. Lisez mes comics et Bash Me I'm French. Ah oui, parce que ça aussi c'est intéressant. Ça aussi c'est intéressant. Depuis que je suis ici, en fait, je joue beaucoup la carte française. Parce que les Américains ne comprenaient pas trop. Ils me voyaient comme un type avec un prénom bizarre. Fabrice, c'est assez difficile à dire pour un Américain. Donc ils me voyaient avec un prénom bizarre et ils ne comprenaient pas quelle était ma valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous celui-là? Donc j'ai fait des grandes bannières où je mets des drapeaux français et je dis Bash Me I'm French. Donc foutez-vous de ma gueule parce que je suis français. Et en réalité, quand les gens viennent me voir aux conventions et qu'ils voient ce truc-là, genre Bash Me I'm French, d'abord ils rigolent et ensuite la plupart des gens me disent mais pourquoi voulez-vous qu'on vous insulte? Vous avez l'air sympathique. Et je leur dis mais c'est ça. On brise la glace. Voilà. Vous passez devant des tonnes de stands, tout a l'air de se ressembler, mais avec moi, on va pouvoir discuter. Voilà. Donc un peu de chaleur, un peu de discussion, et je pense que ça va. Donc voilà, et je vais faire beaucoup plus de shows en fait dans les mois qui viennent. Des conventions. Des conventions, je vais faire beaucoup plus de conventions, à Paris en octobre, ensuite New Jersey en novembre. En décembre, je vais à une convention à New York, je serai là aussi. Je pense que je vais essayer de tenter la Floride au printemps, peut-être Chicago au mois d'avril. Je devrais être de retour à Paris pour le Paris Comics Expo. Et ensuite, évidemment, après, voilà, il y a de nouveau ce qu'on appelle la convention season. Ici, voilà, il y a 250 shows par an, donc je ne vais pas m'ennuyer. Ouais. Ok. Bah, je pense que c'était une interview très complète. Merci en tout cas à toi d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Avec plaisir. D'avoir partagé et tout. Et créez, tous, créez, épatez-nous. Allez, bah merci à toi Fabrice.